Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match, le PSG qui reçoit son dauphin Lens demain à 21h au Parc des Princes, dans un match très attendu pour la course au titre qui sera entériné si le PSG gagne ou bien relancé si les 3 points sont pour Lens. En Ligue 1 ces derniers temps c'est devenu un rendez-vous à ne pas manquer parce qu'il y a une vraie adversité proposée au PSG, à la différence des Marseillais, les Lensois n'ont pas de complexe d'infériorité quand ils nous affrontent. Ils jouent un football total avec un gros pressing très intense et des attaques en supériorité numérique. Pour nous, les supporters parisiens, c'est jamais une partie de plaisir parce qu'à chaque fois, on perd des points et surtout, on se fait torpiller au milieu de terrain. Et ça risque pas de changer demain avec les absences de Renato Sanchez pour gagner les duels et Marco Verratti pour avoir une assise technique, faire des différences ballon au pied. Bref, je voudrais commencer cette vidéo par un petit point médical. Comme d'habitude, on a des absents demain, mais j'aimerais revenir sur la gestion plus globalement. Parce que la saison dernière, on est passé de Pochettino à Christophe Galtier. Évidemment, le staff a été revu en profondeur. Et là, il y a une faille. Parce que sous Pochettino, il n'y avait pas de blessure musculaire. Les mecs ne se blessaient pas tout seuls. C'était sur des contacts quand on avait des absents. Et le peu de blessures musculaires qu'on a eu, je peux penser à Draxler ou Verratti, c'était quand ils étaient en sélection nationale. On se rappelle de Draxler qui revient de la Mannschaft et qui au final se tape 5 semaines. Verratti aussi, avec la sélection italienne qui revient et qui prend 3 semaines. Bref, on avait un staff technique et médical qui était plutôt compétent. C'était une des rares qualités qu'on pouvait reconnaître à Pochettino, les préparations physiques et la gestion des organismes. Là, c'est quand même très compliqué et ça ouvre d'autres débats. Je m'explique et je commence par Mbappé qui a joué diminué le week-end dernier. Rappelez-vous, il nous a sorti un match très mauvais contre Nice, mais on le savait. Le vendredi, la veille du match, il avait écourté sa séance et en début de semaine, là, donc après le match, il a sauté une séance, il est resté en salle, je crois que c'était lundi. Galtier a dit en conférence de presse qu'il avait joué diminué, mais qu'il tenait absolument à être là. Le problème, c'est qu'il joue diminué, donc il fait des mauvais matchs, et il finit ces matchs. Il ne sort pas. Quel message tu envoies à tes remplaçants, Ekitike et tout ça? La gestion est quand même très bizarre. Le staff technique ne pouvait pas lui dire « écoute, là, je sens que tu n'es pas prêt à démarrer, tu ne démarres pas ». C'est comme Neymar en fait, qui revient de la Coupe du Monde avec la cheville en vrac, qui est titulaire le 28 décembre contre Strasbourg, et ensuite, on lui donne du repos après le match contre Strasbourg pour soigner cette cheville. C'est incompréhensible. Là, cette semaine, on a eu Mukiele qui allait se faire opérer en Finlande. Alors lui, Mukiele, c'est pareil. Alors, il s'est fait opérer pour une lésion haute des ischio-jambiers. Mais, les ischios, on va reprendre le fil. Mukiele, déjà, à Leipzig, c'était quelqu'un de plutôt fiable. Hein. Là, on a encore une fois pété tous les records. Contre Rennes, 15 janvier, il se pète. Il sort, c'est les ischios. Là, il est out pendant 1 mois et demi, il revient pour le Classico qu'il joue. La semaine d'après contre Nantes, il se pète, mais au tendon d'Achille. Comme Kimpembe plus tôt dans la saison. Ensuite, contre le Bayern, il force son retour. Au final, il joue 10 minutes. Et depuis, on nous dit qu'il s'est blessé aux ischios. Donc on a là une blessure dans la même zone que celle de janvier, qui est revenue à la mi-mars. Et au final, on a pris 1 mois à décider de l'opération. C'est comme Neymar. Au début, Neymar, ça nous disait, il fait tout pour être prêt pour le match retour contre le Bayern. Il y a une possibilité qu'il soit là. Et au final, on apprend du jour au lendemain qu'on a décidé de l'opérer et qu'on ne le reverra pas avant août. Je me dis quand même que là, il y a un staff qui est un petit peu bizarre. Voilà, j'ai déjà dit aussi contre le Bayern, faire jouer Marquinhos, faire rentrer Mukiele alors que tu sais pertinemment qu'ils ne sont pas aptes, mais c'est compliqué. Alors vous me direz, derrière, il n'y a personne. On est obligé de forcer sur les organismes parce qu'on n'a personne. C'est comme Ramos qui fait que d'enchaîner alors qu'il a 37 ans. Il n'y a personne derrière. Ok, mais cet été, Galtier, c'est lui qui disait « Je veux un groupe de 21 joueurs, je veux un groupe resserré, je veux dégraisser. » Alors ok, on a fait partir les lofters, la plupart en prêt, donc ils vont revenir. Et on a eu un groupe resserré, on a vu ce que ça a fait. On a vu aussi que les jeunes ne sont pas la solution à tout. C'est pas eux qui te font gagner des matchs tout seuls, bien évidemment. Et surtout, ce Galtier, quand il disait ça, mais dans le même temps, son compère là, Luis Campos, il donnait 50 contrats à Renato Sanchez, un des joueurs les moins fiables de la planète foot. Et si on veut être tatillon, on peut citer Ekitike, qu'on signe 35 patates en attaque, notre seul vrai attaquant de métier, parce que Carlos Soler, tu peux l'assimiler à un milieu relayeur. Quand tu le signes, je rappelle qu'il a une deuxième partie de saison compliquée.
il loupe 10 matchs de suite avec Reims pour une blessure aux ischio, justement. Et que Ekitike, c'est quelqu'un qui est grand et frêle. Alors, il n'a pas eu l'occasion d'enchaîner les matchs cette saison, mais je pense que si ça arrive à un moment donné, c'est quelqu'un qui quand même est assez fragile. C'est facile à deviner en fait avec Ekitike. En plus, si on veut être limite complotiste comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai l'impression parfois dans sa démarche qu'il a peut-être une jambe plus grande que l'autre. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, on sait très bien que c'est quelqu'un qui est frêle, qui n'a pas une grosse masse musculaire, qui, si tu le fais enchaîner, va très vite être sujet à des blessures. Tout ça pour dire que Galtier voulait un groupe de 21 joueurs et dans le même temps, son Campos, 50 contrats à Renato Sanchez, je m'en remettrai jamais pour un transfert à 13 millions d'euros. Bref, donc là, encore une fois, on paye la gestion qui a été quand même très, très calamiteuse. Voilà. Est-ce que c'est du staff médical ou du staff technique, la responsabilité? Bon, c'est peut-être un des deux, hein, mais dans tous les cas, là, il va falloir faire quelque chose. Bon, Verratti est forfait aux ischio, pareil, lui, la même zone que Mukiele. Alors, première partie de saison, il ne s'est pas blessé. Je crois qu'il loupe juste le match contre Nice et un match de Ligue des Champions, mais les deux, c'est pour accumulation de cartons jaunes. Sinon, il joue tous les matchs, il est partout dans le groupe. Et là, boum, janvier 2023, il revient, il met pas un pied devant l'autre. Il loupe Angers et Rennes pour une blessure à la cuisse. Il prend un rouge idiot contre Reims, où il prend 2 matchs, ce qui est assez sévère. Il joue pas Monaco, là, la défaite 3-1 pour une blessure à la hanche. Et là, terminé, il n'était pas là la semaine dernière et encore pas là cette semaine. Bon, on peut regretter. Parce que, évidemment, ballon au pied, c'est un des seuls qui est capable de faire des différences, même s'il a perdu son football ces derniers temps. On aimerait bien retrouver son gelon pour lancer Mbappé, parce que, évidemment, c'est pas Vitinha et Ruiz qui vont le faire. Et Renato, j'aimerais aussi le signaler, parce que, je le disais dans une vidéo, en fait, pour moi, notre destin contre Lens se joue sur ces deux-là. Si les deux sont absents, mais là les gars, c'est sûr et certain, demain au milieu, on se fait bousiller. Je vois pas par quel miracle on gagne la bataille du milieu. Hein. Parce que là, on a pas Verratti pour la bataille technique, disons, et pas Renato pour la bataille physique. Parce que vous pouvez tout me dire, Renato, de nos milieux de terrain, c'est celui qui gagne le plus de duels et qui a le moins peur d'y aller. Voilà, c'est ça la réalité. La semaine dernière, Kefren Thuram, quand il porte le ballon sur 50 mètres, là, qu'il n'y a personne qui vient le chercher, je pense que Renato, s'il ne sort pas à la 10e, il l'aurait récupéré quelques fois, le Kefren. Mais Vitinha Ruiz, visiblement, ça, ils ne connaissent pas l'intensité et les duels. Je parle même pas de Carlos Soler qui est complètement perdu. Donc là, il y a un vrai défi pour la composition de demain. Surtout que Galtier va être très attendu. On se rappelle de son match aller. Donc, bon, c'était le 1er janvier, retour de la Coupe du Monde. On s'était aperçu que il y a des joueurs qui sont allés à la Coupe du Monde qui avaient un petit peu les pieds dans le tapis, comme Mbappé. Les joueurs qui n'étaient pas allés à la Coupe du Monde, en fait, il y en avait qui étaient vraiment pas bons, comme Marco Verratti, d'autres qui surnageaient. C'était l'époque où Mukiele était très bon, et au final, tu t'es fait torpiller là-bas. Et Galtier avait fait des mauvais choix. Je rappelle qu'on jouait en 4-4 de losange, un système qui est... Enfin, pour moi, il faut l'abandonner. Le système à 3, à la limite, si tu fais des recrutements, si tu doubles bien les postes, c'est possible d'avoir un avenir avec. Mais moi, en fait, le 4-4-2, j'ai échangé avec un abonné hier et je me disais ça, je ne peux pas imaginer faire le mercato de cet été en me disant je vais aligner un 4-4-2 losange. Ça n'a aucune logique. C'est vraiment un système qui ressemble à rien, je suis désolé. Avec ce 4-4-2 losange, on a perdu toute notre production offensive. C'est monotone comme tout, on se fait tourner au match aller, la supériorité numérique sur les côtés, mais c'était horrible. Et pourtant, il n'y avait ni Neymar ni Messi, hein. Ni Neymar ni Messi au match aller contre Lens. Ça ne les a pas empêchés d'attaquer notre ligne à 4 avec de la supériorité numérique, de la prise de profondeur. On se souvient du but où Ramos se trouve complètement, Marquinhos tombe dans la feinte. Il y a Mukiele qui était aussi pris dans son dos. C'était Hakimi côté gauche ce soir-là aussi, rappelez-vous. C'était une équipe remaniée. Et Galtier avait fait le choix de mettre Danilo pointe basse et Verratti relayeur, qui avait été très mauvais comme choix parce que Danilo a un petit peu pété les plombs sous la pression lensoise à la relance. Il n'arrivait pas à nous sortir tout simplement de là. Et Marco Verratti, avec ses qualités techniques qui auraient pu du coup faire le travail que Danilo n'a pas réussi à faire, était trop haut, donc introuvable, était relayeur et se faisait bouffer. Parce qu'il avait aussi personne autour qui courait pour proposer dans les intervalles. Donc là, on avait assisté à une vraie bouillie. Donc demain, système à 3. Pour moi, le 4-4-2, en fait, c'est soit 4-4-2 à plat, mais avec 2 lignes de 4, 2 vraies lignes de 4,
pas avec Neymar milieu gauche là, hein, parce que Neymar, ok, il fait les efforts, mais c'est pas un milieu gauche d'un 4-4-2 comme on l'entend avec Galtier ou un 4-4-2 à la Simeone, qui peut s'entendre. Moi, franchement, c'est un football que j'aime plutôt bien. Après, l'histoire des 4 fantastiques et tout ça, en Ligue 1, ok, mais après, en Ligue des Champions, c'est compliqué, quoi. Mais alors, le 4-4 de Losange, non. Pour moi, c'est 4-4-2 à plat ou rien. Bref, donc demain, système à 3. Avec Donnarumma dans les cages, on espère qu'il va retarder l'échéance comme il l'a fait contre Nice, c'est-à-dire à jamais, hein, puisqu'il n'y a pas eu d'échéance pour les Niçois, ils n'ont pas marqué. Marquinhos, je le mets axe droit, je le mets sur un côté parce qu'il est rapide face aux attaques lensoises, ça peut être pas trop mal. Ramos, absolument dans l'axe, parce qu'évidemment, il peut vite se retrouver débordé. Danilo, donc axe gauche, parce que pour moi, quand il est lancé, il est quand même beaucoup plus rapide qu'un Ramos. Il est aussi peut-être très intelligent dans la lecture du jeu. Bon, sur les côtés, Hakimi et Nuno Mendes. Alors au milieu, c'est compliqué. Au milieu, c'est compliqué. Je vais dire tout de suite mon choix des hommes. De toute façon, c'est réglé. Hein, avec les forfaits de Verratti et Renato, t'as pas trop de choix. Je mets Warren, Zaïre-Emery, Fabian Ruiz et Vitinha. Je mets pas Carlos Soler parce que là, le mec gagne aucun duel, c'est pas possible. Sans ballon, il s'empale dans les milieux. C'est une catastrophe. Et avec ballon, c'est pareil. Il se le fait chipper parce que on a l'impression que c'est un Playmobil, le garçon. Donc, je le mets pas. Warren me paraît quand même s'il a 17 ans, un peu plus solide, tonique sur les appuis que Carlos Soler. Je mets Fabian Ruiz en point de basse pour ses qualités techniques à la relance. Et Vitinha, du coup, relayeur droit, Warren Zaïre-Emery relayeur gauche ou inverse. Et puis devant, du coup, je mets Mbappé et Pepsi. Donc voilà ma composition pour demain. J'espère vraiment que ça va le faire parce que normalement on se fait torpiller. Alors il y a Seko Fofana qui a parlé, tiens, je voulais en parler parce que les matchs contre le PSG, pour les supporters du PSG, c'est toujours le moment où les rumeurs Seko Fofana ressortent. Et là, il a fait une déclaration en conférence de presse hier, il a dit Paris est la plus belle ville du monde, voilà, en gros, il a fait les appels de phare, il a allumé les phares anti-brouillard, il a tout fait, il a même klaxonné. Il a même klaxonné le PSG. Bon, j'aimerais vous faire part, c'est pas du scepticisme, mais c'est qu'en fait, j'ai du mal à l'imaginer dans le PSG, Seko Fofana. Déjà, il va avoir 28 ans, ok. On peut se poser la question de pourquoi, par exemple, l'été dernier, après sa super saison, il n'a pas franchi le pas. Pourquoi il n'y a pas un top club européen qui a proposé 35 millions à Lens, si c'est le milieu que les supporters parisiens nous décrivent à chaque fois qu'ils nous affrontent. Évidemment, je ne veux pas lui enlever ses qualités. C'est un super box-to-box. Il a un gros volume de jeu. Ah, il gagne les duels. Ça, c'est sûr que s'il venait dans notre milieu, il ferait la leçon à Petit Victor et à Fabienne Ruiz. Mais j'ai quelques doutes, sur ses qualités avec ballon. Dans le sens où nous, on a le ballon, mais surtout très haut sur le terrain, il faut jouer dans des espaces réduits. Je ne sais pas si lui, dans des positions avancées, saurait s'adapter au PSG. Et puis surtout, ce qui me paraît le plus évident, c'est que là, il est à Lens, une équipe de Franck Hez qui donne des consignes à tous ses joueurs. Les uns jouent pour les autres. Il est dans un cadre qui est très clair, très défini. Au PSG, c'est tout l'inverse. Au PSG, tu joues pour les 3 de devant, tu dois leur passer le ballon. Khéphren Thuram, quand il porte le ballon sur 50 mètres, là, samedi, faut se dire qu'au PSG, il en fait 20 des mètres, et il y a Mbappé, Neymar qui viennent lui demander le ballon. Et surtout, au milieu, tu dois être autosuffisant. Et j'ai pas l'impression que... Seko Fofana n'a pas montré ses qualités. La réalité, c'est qu'il n'a pas montré d'autosuffisance, il n'a pas surnagé dans un collectif défaillant. Or, c'est ce qu'on attend dans le PSG d'aujourd'hui, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai quand même quelques doutes tactiques. Et puis ensuite, j'ai l'impression que cette piste qui ressort à chaque fois qu'on l'affronte est encore une belle démonstration des supporters du PSG et leur manière de réfléchir. D'abord, ceux qui nous disent « Oui, il est meilleur que tous nos milieux ». Est-ce que c'est un argument? Sachant que 80% des milieux aujourd'hui sont meilleurs que nos milieux absolument délabrés. Bon, c'est une manière de réfléchir que... parce que c'est toujours mieux que ce qu'on a actuellement, ça solutionnerait tous nos problèmes. J'ai du mal à souscrire à ce genre de réflexion. Ensuite, j'ai l'impression que, franchement,
Ça, c'est qu'un ressenti, c'est pas une analyse, mais je le place quand même. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de supporters parisiens qui le veulent parce qu'ils regardent que ces matchs contre nous, où ils surnagent, hein, bien évidemment, qui nous fait la leçon. Et demain soir, ce sera encore le cas. Hein. Demain soir, vous inquiétez pas, il va nous tabasser, ça va être la dictature, hein, c'est sûr et certain. Et dans le débrief, je dirais, waouh, c'est Fofana, quel joueur. Je préfère prévenir, hein, parce qu'il va nous tabasser. Mais j'ai l'impression qu'il voit trop avec le prisme des matchs joués contre nous. Lens a eu une mauvaise période. Il fait une saison qui n'est pas non plus extraordinaire, c'est Fofana. Il a eu des mauvaises passes très clairement. Voilà. Hein. Donc bon, voilà, je me pose quelques doutes sur les volontés, on va dire, des supporters du PSG. Et puis ensuite, il y a un argument qui vise à dire que c'est un Parisien, machin chouette. Bon, écoutez, ça, on va le rappeler. Le premier des arguments, c'est recruter de la classe mondiale pour refaire ce milieu. La réalité, c'est que Seko Fofana n'en est pas aujourd'hui. Voilà. On nous a dit que on pourrait faire un transfert à 100 millions. Loïc Tanzi a donné ce ressenti sur le plateau de l'équipe il y a quelques jours. On sait très bien que là, on est dans les clous du fair play financier. Et même l'été dernier, on a balancé 150 millions. Le but avec ce genre de somme, c'est pas de recruter 5 joueurs moyens et aucun qui va sortir du lot. Le but, c'est faire 2 joueurs qui vont changer la face de ton milieu. C'est simple. Barella, par exemple. Et puis, recruter français, alors avec Stambouli, Cabaye, Lassana Diarra, Serge Aurier, Kurzawa, Rabiot qui nous l'a mis à l'envers, on a vu ce que c'est, recruter français. Au final, il y a Matuidi et Kylian Mbappé. Le reste, bon, c'est un peu compliqué. Voilà. Et puis, quand je vois les affaires Pogba, avec... je rappelle, Pogba, c'est un Parisien français, c'est un argument qui était utilisé quand on voulait le signer au PSG. Et en août, on a vu qu'à Roissy-en-Brie, dans sa ville, ça a séquestré des membres de sa famille, et même lui, je crois. Bon, ça fait un peu peur. N'Golo Kanté, pareil. Ça, c'est Daniel Riolo qui fait que de le marteler. Il veut pas revenir en France depuis des années parce que ça l'a harcelé, ça l'a racketté, ça a menacé sa mère. Parce que c'est... lui, N'Golo, il vient de Rueil-Malmaison, je crois. Anthony Martial, autre exemple. Anthony Martial, il est originaire de Massy, je crois, dans le 91. Et cette semaine, ces 2 ex, là, Mélanie et l'autre, elle s'appelle Samantha ou un truc comme ça, ces 2 ex, elles faisaient des snaps, là, sur l'autoroute, elles étaient en train de faire des courses-poursuites. Ça doublait par la droite, ça roulait en merco et ça faisait des demi-tours sur le péage là. Il y avait les voitures qui klaxonnaient parce qu'elles faisaient demi-tour en plein péage. Elles se coursaient carrément en roulant à l'horizontale sur l'autoroute. Tout va bien. Tout ça pour vous dire que attention, les trucs d'histoire, arguments français, parisiens, bon, pareil, j'ai du mal à y souscrire quoi. Classe mondiale avant tout en fait. Classe mondiale avant tout. Bref, je voudrais terminer avec le Stade de France, parce que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne. Le PSG voulait racheter le Parc des Princes, mais la mairie a été tête à claque, tête brûlée. Anne Hidalgo ne voulait pas nous céder le Parc des Princes. Évidemment, on ne va pas faire des travaux dans un stade qui ne nous appartient pas, qui aujourd'hui a 48 000 places, est compliqué d'agrandir en matière logistique et puis surtout impossible, comme je l'ai dit, si on en est le locataire. Donc, on cherche des alternatives. Et dans cet objectif, on va déposer un dossier pour acheter le Stade de France le 27 avril. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va le racheter, bien évidemment, mais qu'on étudie d'autres alternatives. Moi, je souscris parfaitement à ce que fait le club. La mairie veut pas nous vendre le Parc des Princes. À un moment donné, il y a plein de clubs qui ont changé de stade. Ils sont pas morts pour autant, les clubs. Hein, voilà. À un moment donné, il faut un stade de notre standing. Tu peux pas te plaindre du prix des places au Parc des Princes et de l'autre côté dire « Oh non, 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 faut absolument rester au parc. On veut pas du Stade de France, on veut pas d'un nouveau stade. » Parce qu'à un moment donné, augmenter le nombre de places dans notre stade, évidemment que ça fera baisser leur prix, tout simplement. Bref. Le seul truc que je peux reprocher au club, c'est que j'aimerais bien qu'on soit aussi ferme avec nos joueurs qu'on l'est avec la mairie. Parce que là, Anne Hidalgo, elle nous a mis hors de nous. On est à fond, les gars. On a déposé le dossier au Stade de France. Si on pouvait être pareil avec les Carlos Soler, Ander Herrera, Leandro Paredes, là, qui s'est encore engueulé, je crois, 2 fois ces 4 derniers jours avec Massimiliano Allegri,
Il n'a pas assisté au barbecue ce week-end parce qu'il était fâché avec son entraîneur. Il n'a pas mis son maillot quand il devait rentrer, je crois. Alors Allegri, tu le vois gueuler sur le banc. Bon, j'aimerais qu'on soit aussi ferme avec nos joueurs qu'on l'est avec la mairie. Pour revenir sur le Stade de France. Alors ça, c'est quelque chose qui divise parce qu'aujourd'hui, c'est évident que c'est un stade qui a beaucoup de défauts. Les pelouses sont, les tribunes sont trop loin de la pelouse. Ok. Ensuite, comme elles sont loin, comme elles sont vraiment, c'est un stade ultra large, ultra imposant. Mais tu vois pas grand chose des tribunes. Hein. Moi j'y suis allé plusieurs fois. Il y a des fois j'étais mal placé, les places à 40 balles là. Zlatan, je le voyais comme un Playmobil quoi. Je me rappelle, c'était la finale de Coupe de France contre Marseille, qu'on gagne 4-2 si je dis pas de bêtises. L'acoustique elle est mauvaise. Parce que le Parc des Princes, il y a évidemment cette construction, ce demi-toit qui fait que ça résonne. Ça, c'est un truc de fou. Ça, c'est vraiment le charme du Parc des Princes. C'est que quand ça gueule, c'est les soirs de Ligue des Champions, tu ressors, mais t'as des acouphènes comme si t'étais allé voir ACDC, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Et ça, vraiment, c'est ce que je kiffe le plus dans le parc. Au Stade de France, tu l'auras pas. Parce qu'il y a ces espèces d'ouvertures en haut qu'il faudrait fermer pour que du coup, il y ait une espèce de résonance. Bon. Ensuite, du coup, il y aurait beaucoup de travaux, en plus du rachat. Mais il y a quand même un gros potentiel. Déjà, j'aimerais juste dire, aujourd'hui, il fait 80 000 places. Je pense que c'est un peu trop ambitieux pour le PSG. Sachant qu'aujourd'hui, ok, le parc est plein tout le temps, mais c'est que 48 000 places. Hein. Là, 80 000 quand même, on parle de 32 000 places en plus. Bon, construire un stade, si c'est pour qu'on ait les tribunes en haut fermées lors des matchs, ça sert à rien. Selon l'équipe, le PSG réfléchit du coup à réincliner les tribunes pour les rapprocher du terrain et baisser le nombre de places à 70 000. Ça me paraît très juste. Parce que 80 000, franchement les gars, pour parler très honnêtement, Messi va partir cette année. La réalité, c'est que la billetterie, bon, avantage pour nous, les prix vont baisser, c'est certain, parce que les Argentins seront plus sur le coup. Eux qui sont capables de vendre leur bagnole pour aller au Qatar voir leur religion qu'est le football, et leur dieu qu'est Lionel Messi. Et second avantage, je l'ai perdu. J'ai oublié complètement. Mais Messi va partir. Donc pour le club, forcément, la billetterie, ça va baisser. Et Mbappé, le Stade de France, je crois que c'est pas avant 2025. Bon, à ce moment-là, on peut imaginer un Mbappé parti du PSG. Hein. S'il est encore là en 2025, ça veut dire qu'il fait toute sa carrière au club. Et franchement, j'ai du mal à le concevoir, en fait, à y croire. Voilà. Les points forts du Stade de France. Déjà, il y a beaucoup de loges. On sait qu'aujourd'hui, au parc, on a 5000 places en loge, ce qui représente 10% du stade. Mais pourtant, 50% de nos revenus. 10% du stade rapporte la moitié de nos revenus billetterie. Je ne sais pas si on se rend compte. Au Stade de France, il y a plein de loges, donc là, tu pourrais vraiment faire du gros business. Le PSG s'y retrouverait. On sait tous que c'est quelque chose à prendre en compte, hein, et c'est logique. Hein. Voilà, à un moment donné, il faut aussi parler gros sous. Donc ça, c'est du potentiel. Même si le stade est ni à Paris, ni à Saint-Germain-en-Laye, c'est très difficile quand même de construire un stade dans le 78. J'y habite. Et même moi, ça me fait chier de prendre le RER pendant 40 minutes pour aller à Châtelet, quoi. Pour aller dans Paris, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est difficile. Poissy, tout ça, là, c'est compliqué. Pour moi, construire un stade, c'est l'hippodrome de Saint-Cloud ou rien d'autre. Et du coup, tu te retrouves encore avec la mairie de Paris à gérer. Bon, donc même si le Stade de France, c'est à Saint-Denis dans le 93, il est quand même sur le RER B, à 2 stations de Châtelet-Léal. C'est plutôt pas mal, voilà, c'est plutôt bien desservi, il y a aussi un bus, voilà. Maintenant, il y a quelques interrogations aussi, les matchs de rugby, moi c'est ça en fait, parce que alors l'État impose qu'il garde une vocation sportive pour 25 ans. Qu'est-ce qu'on fait des matchs de rugby qui sont joués actuellement et de l'équipe de France? Alors à ce qui paraît, le PSG a fait une étude et donc compte dans son calendrier les matchs de rugby. Moi par contre, désolé, c'est impossible d'imaginer nos Sud-Américains là, revenir de trêve internationale où ils auront joué contre le Pérou au Machu Picchu à 3000 mètres d'altitude, un samedi après-midi contre Clermont, sur un terrain de rugby. Parce qu'il y a eu un match de rugby pendant la trêve internationale. Non, moi c'est impossible. Calderwood sera d'accord avec moi. Pas de match de rugby. On a vraiment une énorme pelouse fantastique au parc. C'est pas pour avoir des trous partout et un champ de patates à cause des rugbyman. Voilà. Donc ça c'est clair, pas de rugby au Stade de France si on le prend. Voilà un petit peu mon avis nuancé. Moi franchement, moi je comprends, à un moment donné, voilà, la mairie joue au con, et ben nous aussi on va le faire, hein, c'est tout. Hein, ils veulent pas nous vendre le parc.
à un moment donné, il faut aussi qu'on vive dans nos standards aujourd'hui de grands clubs européens, même si sportivement c'est difficile à entendre. Il faut quand même avoir un stade qui colle avec nous. Il y a d'autres clubs qui l'ont fait et moi je suis absolument d'accord avec ce que le PSG fait vis-à-vis de la mairie et changer de club. L'idéal, ce serait construire un nouveau stade futuriste, tout nickel, à l'hippodrome de Saint-Cloud. Franchement, mais le problème c'est que ça prend du temps, t'es quasiment assuré d'avoir un dépassement de budget, des retards sur les travaux et tout ça. Bon, c'est un projet qui est quand même très ambitieux, très long terme. Sachant que les Qataris veulent racheter Manchester United et que au niveau du mercato, recruter des stars, visiblement, c'est plus trop l'objectif. Pourtant, c'est eux qui te ramènent les gens au stade. Bon, voilà, c'est un vrai paradoxe qu'il faut prendre en compte en tant que supporter parisien. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve demain pour le fameux débrief de PSG Lens. Ciao les amis.